La Chine vient de franchir une ligne invisible que Washington a toujours considérée comme sacrée. Au cœur des Caraïbes, dans les eaux vénézuéliennes, Pékin a décidé de protéger des milliards de dollars de pétrole contre le blocus américain, sans tirer un seul coup de feu. Ce n'est ni un geste symbolique, ni une provocation isolée. C'est un choc frontal entre deux ordres de puissance. Tandis que les États-Unis tentent d'étrangler Caracas par les sanctions, la Chine construit, défend et verrouille un mécanisme capable de faire échapper 50 milliards de dollars au siège. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le pétrole. C'est la question de savoir qui commande lorsque le dollar cesse d'obéir. Oubliez les tribunes de l'ONU, les sommets diplomatiques et les déclarations solennelles. Si vous voulez comprendre où se joue réellement le prochain affrontement entre la Chine et les États-Unis, il faut regarder un point presque invisible sur les radars satellites, au-dessus du lac Maracaibo. Là, dans une étendue d'eau marquée par un siècle d'exploitation pétrolière, se dresse une forteresse industrielle flottante d'une valeur estimée à près d'1 milliard de dollars. L'Alula. Cette structure n'est pas une simple plateforme. C'est une unité flottante de production massive, conçue pour fonctionner en quasi-autonomie, opérée par des ingénieurs chinois, sécurisée par des sociétés privées liées à Pékin et intégrée directement à la stratégie énergétique de la deuxième puissance mondiale. Dans le langage de Washington, elle est implantée en plein cœur de ce qui est encore perçu comme une sphère d'influence historique. Pour les États-Unis, ce n'est pas une coïncidence industrielle, c'est une intrusion stratégique. Pour Pékin, au contraire, l'Alula est un avant-poste vital. Lorsque les États-Unis activent de nouvelles sanctions, déplacent des navires ou renforcent la pression diplomatique sur Caracas, ils ne visent pas uniquement le pouvoir politique vénézuélien. Ils visent un actif précis. Ils visent une infrastructure conçue pour injecter jusqu'à 60 000 barils de brut par jour dans le réseau énergétique chinois d'ici 2026. Autrement dit, ils visent un flux physique, mesurable, essentiel. Ce qui se déroule aujourd'hui n'a rien d'un désaccord idéologique abstrait. Il s'agit d'une opération de protection d'investissement à une échelle rarement atteinte. Pékin a fait un choix clair, ne plus reculer. Pour comprendre pourquoi la tension atteint un tel niveau, il faut regarder cette crise comme la collision de deux visions du monde irréconciliables. D'un côté, la doctrine américaine de la pression maximale, une stratégie éprouvée qui transforme le dollar en arme. On coupe l'accès aux circuits bancaires, on bloque les assurances, on interdit les échanges, on asphyxie méthodiquement un pays pour provoquer un changement politique. Dans cette logique, le pétrole vénézuélien n'a qu'une seule destinée acceptable, être exploité par des entreprises occidentales comme Chevron ou rester sous terre. De l'autre côté, la stratégie chinoise, bien plus patiente et bien plus froide, la diplomatie du chéquier. Pendant que Washington fermait les portes, Pékin ouvrait ses coffres. Mais il ne s'agissait pas de solidarité idéologique. La Chine a injecté plus de 60 milliards de dollars sous forme de prêts étatiques, selon une logique implacable. Les liquidités contre le brut. La survie économique immédiate contre un engagement de livraison sur plusieurs décennies. L'Alula représente l'aboutissement de ce mécanisme. Elle n'est pas un symbole, elle est un convertisseur. Elle transforme une dette abstraite, inscrite sur des bilans comptables en barils réels, tangibles, chargés sur des tankers. C'est précisément ce qui rend la situation explosive. On peut sanctionner un gouvernement, geler des comptes, intimider des banques. Mais sanctionner une plateforme physique de cette envergure, c'est risquer un incident diplomatique majeur. Lorsque des navires américains approchent de cette zone, ils ne font plus face à des forces locales désorganisées. Ils se heurtent à des intérêts directs de la Chine. Nous ne sommes plus dans le registre des menaces théoriques. Deux futurs incompatibles occupent désormais le même espace maritime. Pour comprendre la fermeté de Pékin, il faut abandonner toute lecture émotionnelle. Ce dossier est avant tout un bilan comptable gigantesque. L'Alula n'est pas un caprice industriel ni un pari opportuniste. Elle constitue le dernier verrou d'une relation financière construite sur plus de 15 ans. Bien avant l'actuelle escalade, la Chine était déjà devenue le banquier quasi exclusif du Venezuela. Plus de 60 milliards de dollars avancés à un pays frappé par des sanctions sévères. Le mécanisme est d'une efficacité redoutable. Pékin fournit les liquidités nécessaires pour maintenir les infrastructures, importer des biens essentiels et éviter l'effondrement total. En retour, Caracas rembourse non pas en dollars, devenus rares, mais en nature. Cargaison après cargaison, le brut vénézuélien remplit les cales de navires à destination de l'Asie. Pour Pékin,
C'est un coût stratégique majeur. Sécuriser une source d'énergie massive, relativement stable, et surtout partiellement déconnectée des routes commerciales dominées par l'influence américaine. L'Alula, sur le lac Maracaibo, est la pièce maîtresse de cet échiquier. Voilà pourquoi toute action américaine autour de cette plateforme est perçue à Pékin comme une attaque directe contre l'économie chinoise. Si la production s'arrête, la dette devient mathématiquement irrécupérable. Ce que la Chine protège, ce n'est pas seulement de l'acier et des pipelines, mais la cohérence même de son modèle d'expansion mondiale. La Chine n'a pas testé le pétrole vénézuélien. Elle a misé lourdement, et désormais, elle doit défendre son pari. Face à la menace, sa première réaction n'est pas militaire. Elle est sonore. Pékin active immédiatement la scène médiatique mondiale. La dénonciation publique d'un usage abusif de la force par Washington n'est pas un réflexe émotionnel. C'est une opération de communication stratégique. En martelant les notions de souveraineté et de droit international, la Chine poursuit deux objectifs précis. D'abord, placer les États-Unis en position défensive devant l'opinion mondiale. Ensuite, parler directement au Sud global, Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine, des régions où le souvenir des interventions étrangères reste vif. En se présentant comme le défenseur des règles face à un Washington accusé de les piétiner, Pékin construit une légitimité morale indispensable. Cette phase est essentielle avant d'activer des leviers bien plus lourds. La bataille du récit doit être gagnée avant celle des actes. Une fois ce terrain préparé, la Chine enclenche une défense beaucoup plus discrète et infiniment plus dangereuse. Sa première ligne de protection autour de l'Alula n'est pas navale, elle est juridique. Pékin mobilise une armée de juristes spécialisés en droit international des affaires. Les 60 milliards prêtés au Venezuela ne reposent pas sur des accords informels. Ils sont verrouillés par des milliers de pages de clauses contractuelles signées entre banques d'État chinoises et autorités souveraines vénézuéliennes. C'est ici qu'entre en jeu le lawfare, la guerre par le droit. Le message est limpide. Les gouvernements passent, les dettes restent. En cas d'interruption du flux pétrolier, Pékin peut activer des mécanismes d'arbitrage international, visant à geler ou saisir les revenus pétroliers vénézuéliens partout dans le monde. Un chargement vendu ailleurs, mais dont les fonds seraient bloqués par une procédure initiée par la Chine. C'est un échec et mat juridique. L'investissement devient un levier quasi souverain sur les ressources naturelles du pays. Même une action militaire ne peut trancher ce filet sans remettre en cause l'architecture même du commerce mondial. La Chine adresse alors un message glacial. Vous pouvez changer les dirigeants, mais vous ne pouvez pas effacer les signatures. Et tandis que cette offensive juridique se met en place, Pékin prépare déjà sa carte la plus décisive sur l'échiquier mondial. Chaque superpuissance porte en elle un point de fragilité rarement avoué. La peur de l'isolement diplomatique. Pékin le sait parfaitement. C'est pourquoi sa stratégie ne consiste pas à affronter Washington frontalement, mais à laisser les USA seuls sous les projecteurs, enfermés dans le rôle de l'acteur unilatéral. La Chine ne se contente pas de protestations symboliques. Elle orchestre méthodiquement un chœur international de condamnation, en utilisant les arènes multilatérales comme amplificateurs. La mécanique s'enclenche presque immédiatement. Pékin active ses relais au sein des BRICS. Le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud sont sollicités sans délai. Ce choix n'a rien d'anodin. Ces pays partagent une mémoire historique, marquée par des interventions étrangères menées au nom d'intérêts économiques. Pour eux, l'idée qu'une puissance puisse employer la force pour sécuriser des actifs dans un État souverain est politiquement toxique. À chaque sommet, à chaque session des Nations Unies, le message est martelé avec constance. L'action américaine constitue une violation flagrante de la souveraineté nationale. La Chine ne cherche pas à obtenir une résolution autorisant une intervention. Elle n'en a ni besoin ni intérêt. L'objectif est ailleurs. Il s'agit de gagner la guerre du récit. Chaque déclaration critique, chaque texte signé contre Washington devient une victoire silencieuse pour Pékin. Ce faisant, la Chine accumule ce que les stratèges appellent du capital moral auprès du Sud global. Elle se présente comme le pivot d'un ordre international alternatif, fondé sur le respect formel des règles face à une Amérique décrite comme arbitraire. Cette manœuvre a un effet très concret. Elle augmente le coût politique de chaque décision américaine. Toute escalade devient plus difficile à justifier lorsqu'elle s'exerce face à une constellation de pays prêts à faciliter le contournement des sanctions. En blindant ses actifs vénézuéliens par la diplomatie, Pékin érige un bouclier invisible. Un bouclier qui ne bloque pas les missiles, mais qui rend toute action de force plus lourde,
plus risquée et plus coûteuse dans le jugement de l'histoire. Une question revient alors avec insistance. Si cette plateforme à 1 milliard de dollars est aussi cruciale, pourquoi aucun destroyer chinois n'apparaît-il au large des côtes vénézuéliennes? Pour beaucoup, la puissance se mesure encore au nombre de canons déployés. Une démonstration navale dans les Caraïbes serait spectaculaire, flatterait les instincts nationalistes et occuperait les gros titres. Mais d'un point de vue stratégique, ce serait une faute élémentaire. Et Pékin n'est pas novice. Projeter une flotte dans les Caraïbes reviendrait à accepter un affrontement sur le terrain de l'adversaire, dans une zone où la supériorité aéronavale américaine est ancienne, structurée et totale. La Chine sait qu'elle ne peut remporter une confrontation directe à quelques centaines de kilomètres de la Floride. Pire encore, une escalade incontrôlée mettrait en danger des dossiers bien plus vitaux pour le pouvoir chinois, comme Taïwan ou les routes maritimes d'Asie orientale. À l'inverse, la retenue devient une arme redoutable. En refusant l'escalade militaire, Pékin engrange 3 avantages décisifs. D'abord, la supériorité morale. Washington apparaît comme l'acteur impulsif, Pékin comme la puissance mesurée. Ensuite, l'asymétrie. Le conflit est déplacé vers des terrains où la Chine excelle, l'économie, le droit, les infrastructures et le temps long. Enfin, la protection effective des actifs. Une bataille navale sur le lac Maracaibo réduirait l'Alula en épave en quelques minutes. La protéger par le droit, c'est la préserver intacte pour l'avenir. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une puissance abrasive, patiente, conçue pour produire des effets sur une décennie, pas sur une journée. Et c'est précisément ici que Pékin prépare son coup le plus structurant. Le véritable levier chinois ne se trouve ni dans les missiles, ni dans les discours, mais dans la monnaie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pilier central de la domination américaine n'est pas uniquement militaire, c'est le dollar. Si Washington a pu asphyxier le Venezuela, c'est parce que l'immense majorité des transactions pétrolières mondiales passent par des circuits libellés en dollars et reliés au système bancaire américain. La crise vénézuélienne agit alors comme une démonstration grandeur nature de la vulnérabilité de ce système. Pour Pékin, c'est une opportunité stratégique. Le plan est limpide, rendre les sanctions américaines progressivement obsolètes. Comment? En accélérant 2 instruments clés. D'abord, le règlement du pétrole en yuan. La Chine propose au Venezuela, et de plus en plus à d'autres partenaires, de régler les transactions énergétiques directement dans sa monnaie. Plus de passages par New York, plus de boutons rouges à disposition du Trésor américain. Ensuite, l'alternative au système SWIFT. Pékin développe et étend le CIPS, son propre réseau de paiements internationaux, conçu pour fonctionner en dehors de l'architecture financière dominée par l'Occident. L'offre implicite adressée au reste du monde est simple. Commercer avec la Chine, utiliser ses infrastructures financières et vos actifs deviennent beaucoup plus difficiles à atteindre par les sanctions américaines. Chaque baril vénézuélien qui circule hors du système dollar représente une victoire stratégique qui dépasse largement le cadre du Venezuela. Il ne s'agit plus seulement de défendre une plateforme pétrolière. Il s'agit d'attaquer l'outil central qui permet aux États-Unis de projeter leur puissance sans tirer un seul coup de feu. Pendant que Washington observe les mouvements de navires, Pékin redessine les canalisations invisibles par lesquelles transite l'argent mondial. Que révèle alors cette crise, au fond? Bien plus qu'un conflit pour des ressources. Elle offre une radiographie en temps réel de la compétition entre grandes puissances au XXIe siècle. L'époque des lignes de tranchées et des confrontations directes s'efface au profit d'une lutte pour le contrôle des systèmes critiques. La guerre froide d'hier reposait sur la dissuasion nucléaire et les conflits par procuration. Celle qui s'installe aujourd'hui s'écrit à travers des contrats, des plateformes, des normes juridiques et des monnaies. Le lac Maracaibo devient ainsi un laboratoire de la puissance moderne. Le Venezuela démontre que les batailles décisives ne se jouent plus uniquement sur les frontières, mais sur la solidité des engagements financiers et la résilience des systèmes de paiement. En 2026, la force d'une nation ne se mesure plus seulement au nombre de ses porte-avions, mais à sa capacité à contrôler, ou à contourner, les règles qui gouvernent le commerce du pétrole. La réponse chinoise observée ici, ce mélange de droit, de coalition diplomatique et de désengagement progressif du dollar, n'est pas une exception. C'est un prototype. Le modèle réduit des affrontements à venir. Une guerre silencieuse menée par des juristes, des diplomates et des banques centrales autant que par des amiraux. Dans cette partie d'échec mondial, la plateforme Alula n'est plus un simple site industriel.
Elle est devenue le premier grand pion défendu dans un affrontement long, structurel et irréversible. Une partie où la Chine a fait un choix clair, ne plus accepter de jouer selon des règles écrites ailleurs. Si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité géopolitique. À très bientôt dans une nouvelle vidéo d'Arbren.